commande de 100 Rafales pour l'Ukraine, annoncée aujourd'hui en grande pompe sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay et aussi à l'Elysée, qui ne sera pas sans conséquences sur le front et dans nos rapports avec la Russie. Est-ce une provocation pour le Kremlin ? Emmanuel Macron, lui, assume avec un tacle au passage adressé à Donald Trump. Moi, je note que dans d'autres démocraties, et pas des moindres, où des candidats avaient dit que les choses s'arrêteraient en 24 heures et qu'il fallait peut-être plus soutenir l'Ukraine, la confrontation à la réalité peut changer la donne. Et les idées, quand on les regarde de près et qu'elles deviennent plus concrètes, changent un peu. Et je m'en félicite. Et donc je pense que ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique devrait en inspirer beaucoup et les rendre moins péremptoires. Le président américain appréciera. Magali, c'est une réaffirmation ferme, sans ambiguïté, du soutien de la France à l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Oui, ça c'est certain que tout ça va coûter extrêmement cher. Juste pour revenir sur le tacle à Donald Trump, parce que c'est vrai qu'on l'a tous noté en écoutant Emmanuel Macron parler tout à l'heure. Et en fait, il a enchaîné en expliquant que la Russie ne voulait pas la paix et que finalement Donald Trump l'avait compris à ses dépens et que le sommet en Alaska n'avait débouché sur rien, le sommet qui à un moment était en préparation à Budapest n'avait pas pu aboutir parce que, et ça c'était les mots très durs d'Emmanuel Macron, la Russie de Poutine avec des instincts impérialistes et néocoloniaux. Donc il y a vraiment cette conviction maintenant côté français qu'en effet la guerre ne s'arrêtera pas si on ne met pas une pression maximale sur Vladimir Poutine, si on ne le force pas à revenir à la table des négociations. Évidemment à Paris et dans les capitales européennes on est inquiet de ce qui se passe sur le front aujourd'hui en Ukraine. Donc oui, il y avait une volonté là aujourd'hui, il y a une volonté de réaffirmer un soutien sans faille et un soutien sur la durée, parce que quand on s'engage dans une lettre d'intention à la livraison d'une centaine de Rafales, en effet on sait très bien que ce ne sera pas pour demain. Donc c'est un message adressé à la Russie de Poutine, message selon lequel la France et les Occidentaux, finalement, ne s'arrêteront pas et l'Europe ne s'arrêtera pas d'aider l'Ukraine. Donc Poutine ne doit pas miser sur l'essoufflement du soutien, notamment de la France. Et au-delà, finalement, de l'effet sans rafale pour l'Ukraine, il y a ce message qui est très politique, finalement, qui est envoyé aujourd'hui à la Russie et à l'Ukraine, qui sait qu'aujourd'hui, avec un Donald Trump à la Maison-Blanche, le soutien est quand même plus aléatoire, on pourrait dire. Arthur Königsberg. Oui, le tacle du président français au président américain est peut-être aussi bien senti parce que c'est aussi un message passé aux Européens. Il y a une partie de l'Europe aujourd'hui qui est effectivement pris en étau entre la fidélité historique à l'allié américain qui remet en cause une certaine architecture de sécurité européenne et les liens profonds transatlantiques, et également des pays européens qui sont beaucoup plus allants sur ce thème de l'autonomie stratégique européenne. Et Emmanuel Macron a compris une chose qu'il n'avait peut-être pas compris au tout début de la guerre et cette invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, c'est que son dessein, son projet d'autonomie stratégique européenne poussé par la France ne serait pas crédible si la France n'était pas au rendez-vous dans son soutien militaire à l'Ukraine. Et il a fallu plus d'1 an pour que la France soit véritablement au niveau dans son soutien militaire à l'Ukraine. Donc là, il y a des annonces stratégiques fortes aujourd'hui. On le répète, les avions de chasse, mais il y a aussi vraiment, et je veux insister là-dessus, le grand sujet de sécurité qui anime les Européens, notamment ceux du flanc oriental, de l'Estonie à la Roumanie, ce sont le sujet des drones. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans cette séquence, replace des acteurs stratégiques dans ce domaine. Donc effectivement, aujourd'hui, on sent que cette séquence, c'est un signal stratégique à la fois à la Fédération de Russie, à l'Ukraine et aux autres Européens. Et cette interrogation de est-ce qu'il faut craindre une réaction de la Russie par la montée en puissance du soutien militaire français à l'Ukraine? Non. Non. Effectivement, ça peut nourrir une partie de son narratif qu'on voit se déployer depuis quelques mois, qui est de dire le réarmement progressif des pays européens et la montée en puissance des Européens dans son soutien militaire à l'Ukraine peut entraîner une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Nous le prenons comme une provocation, etc. Mais tout affaiblissement à la fois du soutien militaire direct à l'Ukraine et
affaiblissement dans notre réarmement exciterait les appétits impérialistes du Kremlin. Et c'est ça qu'il faut marteler aujourd'hui. Et c'est très important d'avoir cette séquence dans la guerre informationnelle que nous vivons. Oui, c'est ce qu'a dit François Hollande ce matin sur France Inter et on va l'écouter. Mais je voudrais aussi vous faire réagir à ce qu'a dit Dominique de Villepin sur LCI. Sa posture de chef de guerre n'est pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne. Là, je crois qu'il y a une ligne qui ne doit pas être franchie. Nous ne devons pas rentrer dans la guerre, mais bien tout faire pour que cette guerre reste cantonnée. Mais comme nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une guerre qui se déroulerait comme cela de façon illimitée, eh bien nous devons agir pour que par la négociation, par la diplomatie, eh bien les choses puissent être renversées. Et ça, c'est tout le sens de la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes par trop passifs, nous ne pesons pas suffisamment. Nicolas Laurent, journaliste politique, nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour le président a répondu lors de cette conférence de presse à ceux qui, comme Dominique de Villepin, disent attention à ne pas jouer les va-t-en-guerre, attention à ne pas rentrer en guerre, sous-entendu avec la Russie. Oui, mais c'est une critique qu'on lui fait en réalité depuis le début. Vous parliez de Dominique de Villepin, mais il y en a d'autres, notamment classés à droite. On accuse le président de la République de jouer sur les peurs. Ça, c'était une critique que l'on entend beaucoup à la fois chez les politiques, mais aussi chez certains éditorialistes dans certains médias. L'Élysée a toujours répondu à ça. L'idée, c'est pas de faire croire qu'il y aura des chars russes demain sur les Champs-Élysées, mais de dire attention, il faut être prudent. Et c'est vrai qu'il a sans cesse alerté le président de la République, qui a été aussi très actif cet été au moment des négociations, au moment du sommet, souvenez-vous, entre Poutine et Trump en Alaska. Non pas sur l'idée que les Européens devaient jouer un rôle, non pas sur les négociations à l'instant T, mais surtout sur l'après. Et c'était vraiment le message du président de la République, alerter sur le rôle que doivent jouer les Européens, notamment avec cette coalition des volontaires. Général Chevauvency, est-ce que le président joue à un jeu dangereux ? C'est l'éternel débat qu'on pourra toujours avoir. Quand quelqu'un dit qu'il faut prendre des mesures pour se protéger, est-ce qu'il est un belliciste ? Est-ce qu'il est bien dans son rôle ? Moi, sur la question, c'est très clair. Il est chef de l'État. Il est responsable de la protection des Français. Il a fait une analyse de situation disant il y a une menace potentielle. Il n'a jamais dit qu'on ferait la guerre à la Russie. Donc, comme il y a une menace, on prend les mesures pour que cette menace ne se réalise pas. Il est dans son rôle. Maintenant, on pourra toujours l'habiller en disant oui, il veut faire la guerre. Parfois, effectivement, il y a peut-être quelques mots qui laisseraient supposer qu'il serait peut-être prêt à y aller. Le problème, c'est qu'un président de la République ne peut pas y aller tout seul. Il faut d'abord que son opinion publique suive. Son opinion publique, quelle que soit l'opinion publique aujourd'hui en Europe, ne suit pas cette volonté de faire la guerre. En revanche, doit-on pour autant baisser les bras ? Donc on est dans le juste milieu, alors pas juste en même temps, on n'est pas en même temps. On est dans le fait, je protège, je ne vais pas trop loin, je vais dans le cadre qui m'est accordé, mais je garde mon cap. Et moi, j'estime que dans ce cadre-là, le président Macron fait ce qu'il doit faire. Il doit assurer la protection des Français de demain. Alors, il le fait en protégeant ou en participant à la protection de l'Ukraine. Bien, il estime que stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'a peut-être pas tort. Donc, voilà. Maintenant, l'accuser de chercher à faire la guerre ou de la provoquer... dans la mesure où on prend des mesures, mais il y a tellement de cas en France où dès qu'on fait quelque chose, on n'est forcément pas dans le bon sens. On est dans le risque. Il va se passer. Non, il y a un moment, il y a des faits, une réalité. On y répond. Et puis après, c'est presque en cas d'élection, c'est là qu'on décide. Mais pour l'instant, le président de la République fait ce pourquoi il a été élu. Il est chef des armées. Il est responsable de la protection des Français. Donc, il estime qu'il doit faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il va faire la guerre. Mais est-ce que ce discours est audible pour les Français ? Il a été un peu flou quand on lui a posé la question sur le financement de ces Rafales. Qui va payer ? Oui, alors il y a d'autres sujets surtout. Oui, effectivement. Il y a d'un côté la vision stratégique et de l'autre côté la réalité financière. Alors est-ce que les Français vont payer ? Je crains que malheureusement on soit bien obligé de payer un petit peu. Et je pense que ce n'est pas forcément le moment. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? La sécurité ou pas ? Il y a un risque de guerre. Et quand on entend tout ce que disent les chefs d'État en Europe depuis plusieurs années maintenant, depuis 2 à 3 ans, les chefs d'état-major, quels que soient les pays, c'est très clair, il y a une menace de guerre. Et pour pas que cette guerre arrive, comme on n'est pas prêt, il faut se préparer. Parce que c'est ça la question. Si on avait été prêt, la question ne se poserait pas. Mais comme on n'est pas prêt depuis des années, tous ceux qui parlent, notamment ce matin, qui ont été présidents de la République et qui finalement ont désossé l'armée française depuis des années, que ce soit le président Hollande, que ce soit le président Sarkozy, et éventuellement même le président Chirac, aujourd'hui, on se retrouve avec une armée qui n'est pas capable de montrer qu'elle est forte. Donc, ce qu'a fait Macron depuis 2017, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait pour, et puis ensuite, comme on est en situation de crise, il va encore plus loin. Alors effectivement, une opinion publique ne peut difficilement comprendre, alors qu'il y a d'autres soucis, mais est-ce que si on a la guerre demain, on n'aura pas été bien content qu'un président de la République ait pris les mesures qu'il fallait ? On ne va pas oublier
Pour la première fois, la France va livrer des Rafales à l'Ukraine ainsi que leurs armements associés, une acquisition complète. Regardez il y a quelques instants le communiqué de Dassault Aviation qui se félicite de la confiance qui lui est faite. Dassault qui va donc livrer la centaine d'avions de chasse Rafale à l'Ukraine. Dassault Aviation remercie les autorités ukrainiennes et françaises pour l'accord qu'elles viennent de signer et pour la confiance qu'elles placent dans les capacités de cet appareil. Sans Rafale, une nouvelle étape dans la guerre en Ukraine qui inquiète certains, ceux qui craignent une escalade avec Moscou. Mais pour François Hollande, ça ne change rien car Vladimir Poutine, qu'il a bien connu, a son agenda en tête. Bon, pour connaître Vladimir Poutine, pour l'avoir, hélas, pendant un temps pratiqué sur la première guerre d'Ukraine, son intention première, c'est de reconstituer l'Union soviétique. Oui. C'est-à-dire de faire que ce qu'était la Russie dans l'Union soviétique, avec ses frontières, puisse être reconstitué. Ensuite, jusqu'où irait-il dans cette hypothèse où il aurait mangé l'Ukraine? Pas une partie de l'Ukraine, mais manger toute l'Ukraine. Oui, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres tentations, notamment sur les pays baltes, sur la Moldavie, ou même sur la Pologne. Qui se joue, nous ont rejoint le général Vincent Desportes. Bonjour général. Bonjour. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associées à Sciences Po et HEC. Xavier Giacomini, bonjour. Bonjour reporter éditorialiste international pour LCI. Marion Buchet, je sais que vous vouliez réagir sur la question de l'engrenage éventuel dans lequel on pourrait être entraîné avec cette livraison de Rafale. L'engrenage et les messages. Déjà, si le but c'était que nous allions faire la guerre, les Rafales on les garderait. Bon, c'est un peu caricatural, non, mais c'est un peu l'idée. Ensuite, sur les messages, quand on prend la chronologie du discours du président, d'abord, il rappelle que le soutien à l'Ukraine, c'est pas de l'altruisme, mais que il est important que ce conflit s'arrête pour l'Europe et pour les Européens. Et là, comme l'a rappelé le général Chauvencier avant la pause, on a un soutien notamment des chefs militaires. Le général Burkhardt a alerté, notamment pendant sa conférence de presse de juillet, sur la menace liée à la Russie. Le général Mandon a rappelé qu'il était, dans son ordre du jour, lors de son arrivée à la tête des armées, a rappelé qu'il fallait se battre contre le relativisme des gens qui disent que, bon, peut-être que la Russie n'est pas si dangereuse que ça. Ensuite, le président Macron a rappelé que c'était une guerre d'agression qui avait été menée par la Russie et qu'a priori elle ne s'arrêtera pas. Et là, il a même posé les bases pour contrer un éventuel narratif fallacieux de la Russie, pour dire qu'on pourrait rentrer dans un engrenage. Donc il explique qu'en fait, on ne fait qu'aider l'Ukraine à se défendre. Donc là, moi, je pense qu'il prépare la réponse éventuellement, au moins en termes de communication de la Russie. Ensuite, il a rappelé que c'était l'objectif de paix, c'était une paix durable. Donc il a parlé de la coalition des volontaires, il a parlé de l'état-major, il a parlé du rôle de l'Europe. Et ce Rafale, on l'a vu, interviendra sur le réarmement à long terme de l'Ukraine, pas à court terme sur le conflit. Et ça, c'est un message adressé aussi à la Russie, où Vladimir Poutine voudrait d'une Ukraine démilitarisée à l'issue des accords de cessez-le-feu. Et là, on est en train d'expliquer que ça ne va pas se passer comme ça et que l'Ukraine aura des Rafales, elle aura des Gripen notamment. Donc c'était un discours extrêmement complet, je trouvais. Il y avait beaucoup de choses dans ce discours. Général Desportes, ce qui est important, c'est de rappeler qu'à travers l'aide à l'Ukraine, et en tout cas c'est ce que le chef de l'État a voulu faire, c'est notre sécurité qui se joue aussi. Ah mais les choses sont claires. Aujourd'hui, l'armée la plus forte en Europe, mais dans l'Europe, c'est l'armée ukrainienne, parce qu'elle sait faire cette guerre à laquelle nous ne sommes pas encore préparés, même si nous allons, évidemment, nous faisons tout pour nous y préparer. Et il est clair que si l'Ukraine venait à tomber, ça aurait deux conséquences. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, très probablement, Poutine continuerait. Et la deuxième chose, nous aurions perdu notre crédibilité. Ça fait 3 ans et demi que nous disons que notre crédibilité est en jeu. Donc nous l'aurions perdu. Et dans la tête de Poutine, il serait clair que nous ne sommes pas aptes au combat, que nous ne voulons pas nous battre et que donc nous sommes les moutons, les prochains moutons dans la liste des victimes, si vous voulez. Donc il n'y a absolument pas de choix aujourd'hui. Il faut absolument
aider l'Ukraine. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'affaire des Rafales nous fasse oublier que, comme vous l'avez dit, les Rafales, c'est dans 3, 4 ans, enfin sur une dizaine d'années. Et en même temps, il y a un combat qui est difficile et dans lequel l'Ukraine n'a pas perdu pied, mais recule un peu tous les jours. Et donc, nous avons à intensifier immédiatement notre aide, évidemment, puisque nous avons bien compris que Poutine, pour l'instant, n'a absolument aucune intention de s'arrêter, pour d'ailleurs peut-être la seule bonne raison, c'est que cette guerre est vitale pour son régime et pour lui-même. Xavier ? Oui, je partage tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. En fait, la guerre, c'est l'affrontement des volontés. Or, en faisant ce genre de geste, de lettre d'intention, c'est-à-dire qu'on a l'intention de fournir à l'Ukraine, au bout d'un certain délai, peut-être jusqu'à 10 ans, une centaine de Rafales et d'autres matériels qui peut-être pourront être utilisés plus rapidement. Je pense notamment aux défenses antiaériennes. La France montre bien qu'elle a la volonté d'aider l'Ukraine jusqu'au bout. Pas de combattre la Russie, d'aider l'Ukraine à se défaire de la Russie pour que, à la fin, la Russie ne pense pas que nous sommes une proie extrêmement facile, la France, l'Europe, et qu'elle peut continuer comme ça indéfiniment à mener des guerres d'agression pour reconstituer d'une part l'Empire soviétique aussi, puisque Vladimir Poutine oscille entre les deux, entre l'Empire soviétique et l'Empire tsariste, pour remettre son influence au moins sur tout l'Est de l'Europe. Certains pays ont été cités, les pays baltes bien sûr. Moi je pense très souvent à la Moldavie parce qu'en fait c'est un peu l'angle mort de notre politique aujourd'hui, ce petit pays adossé à la Roumanie, qui a beaucoup de liens à la Roumanie, mais qui n'est ni dans l'Europe ni dans l'OTAN, qui pourrait rentrer dans l'Europe, notamment avec l'Ukraine. Et nous sommes en direct de Kiev avec Lesia Vasilenko. Bonjour, vous êtes députée ukrainienne, merci d'être avec nous en cette journée historique. Que représente pour vous la livraison de 100 avions de chasse Rafale à l'Ukraine? Premièrement, pour nous, c'est la possibilité d'augmenter nos capacités de défense. On a vraiment besoin aujourd'hui des avions, aussi tous les composants et éléments de drones anti-Shahed qu'on peut avoir, puisque les Russes sont en train de frapper avec leur nouvelle stratégie sur les objets civils avec des attaques en masse, des attaques combinées des missiles et des drones Shahed. 100 avions de chasse avec armement complet sur le temps long, parce que ce sont des avions neufs qui vont être fournis à l'Ukraine et que ça va prendre du temps, d'ici 3 ans. Est-ce que l'Ukraine peut tenir jusque-là ? Absolument. Il est aussi nécessaire d'augmenter les moyens auxquels les pays européens et les partenaires de l'Ukraine nous soutiennent. Donc, on a vraiment besoin d'aide financière qui va aller tout d'abord au système de défense de l'Ukraine. On doit intégrer l'Ukraine au système de défense européen et on doit aussi voir que les capacités des pays européens, de nos partenaires européens, sont augmentées pour pouvoir produire plus d'armement et au plus vite. Donc ça veut dire que des changements au budget des pays européens, de l'Union européenne, doivent être faits et que les dépenses militaires sont vues plutôt comme des investissements à la sécurité de la région européenne. Madame la députée, vous savez, en France, même si l'opinion publique européenne et française est largement pour un soutien à l'Ukraine, pour la fourniture d'armes à l'Ukraine, il y a des inquiétudes sur le plan de la politique intérieure, sur le budget. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ceux en France qui s'inquiètent et qui se disent on va donner de l'argent à l'Ukraine, des avions à l'Ukraine, et il y aura moins d'argent pour nous? En quoi la sécurité de l'Ukraine nous concerne directement ? Aujourd'hui, l'agression russe est concentrée sur le territoire ukrainien. Et autant que l'Ukraine peut avoir les moyens de contenir cette agression et de repousser les agresseurs, le conflit, la guerre va être toujours soit sur le terrain ukrainien ou si on a assez de moyens, on va les repousser vers les frontières russes. Mais si l'Ukraine perd, si la Russie gagne les territoires ukrainiens, l'Europe, l'Union européenne va avoir un voisin agresseur
un voisin qui a des buts expansionnistes et ils vont devoir mener ces guerres eux-mêmes. Et donc, ce sera les Polonais, les Français, les pays baltes qui devront tous ensemble contenir les agresseurs et peut-être même sur leur terrain. Donc, c'est un investissement, comme je dis, c'est pas une dépense, c'est un investissement dans une sécurité commune, je dirais, de tout le continent européen. Mais ça commence avec l'Ukraine. Et nous, les Ukrainiens, notre contribution dans cet investissement, dans ce plan de défense, c'est qu'on mène cette guerre avec nos réseaux humains et sur notre territoire. Lésia Vasilenko, vous restez avec nous. Général Desportes, je voyais réagir. Non, je veux dire, vous avez demandé à Madame les députées, est-ce que l'Ukraine peut tenir pendant 3 ans? Oui. Si je peux me permettre, je pense que la question n'est pas là. Il faut que la guerre se soit arrêtée avant 3 ans. Bien sûr, on ne peut pas supposer que cette guerre va durer encore aussi longtemps qu'elle a duré jusqu'à présent. Donc la question, c'est de savoir comment arrêter la guerre avant, et ça ne peut passer, comme ça a été dit, évidemment, par une aide massive, intelligente de l'Europe. On ne peut pas supporter, on ne peut pas imaginer qu'elle dure 3 ans. Il est de notre honneur de faire en sorte qu'elle ne dure pas. Vous savez, Richelieu disait, la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est que cette guerre s'arrête à nos politiques, à nous. Aux politiques européens, on va oublier Trump pendant un moment, aux politiques européens de faire en sorte que cette guerre s'arrête avant 3 ans. Vincent Crouzet. Oui, Lésia Vasilenko a raison. Pour l'instant, l'Ukraine encaisse les coups pour nous, tout simplement. Donc nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux et nous devons avoir beaucoup de gratitude vis-à-vis des Ukrainiens. Concernant, vous avez soulevé tout à l'heure, Marie-Aline, l'adhésion massive des Français à l'aide à l'Ukraine de la part de la France, qui est entre 63 et 65%, selon les études d'opinion, ce qui est considérable. Alors effectivement, il y a de la défiance quant au pas en avant qui pourrait être prononcé par la France, mais qui n'arrivera jamais. Pour l'instant, il n'y a hors de question que nous soyons belligérants. Et cette part d'incertitude, eh bien, c'est le Kremlin qui joue dessus, avec des éléments de propagande en permanence qui insinuent que nous pourrions devenir une nation en guerre pour inquiéter l'opinion française. Et c'est ce qui est dangereux. Il faut vraiment s'en défier et rappeler en permanence que nous sommes là pour soutenir matériellement et politiquement l'Ukraine et non pas pour rentrer en guerre. Lésia Vasilenko, il y a dans la question du financement la possibilité que des avoirs russes gelés puissent permettre de financer la livraison de ces rafales à l'Ukraine, mais les Européens ne sont pas tous d'accord. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la volonté politique. Aujourd'hui, c'est le seul blocage, c'est la volonté politique qui n'est pas là, parce que juridiquement, ce serait la seule chose à faire, c'est de transférer ces avoirs gelés russes à l'Ukraine. Quand on nous demande en Ukraine, on n'a pas besoin d'avoir un transfert direct, c'est l'argent qui peut rester dans les pays européens et qui peut être utilisé pour acheter les armements dont l'Ukraine a besoin à ce moment, et pour fournir l'Ukraine avec tous les munitions, tous les armements dont on a besoin pour nous défendre et pour repousser les agresseurs. Et pourquoi c'est juste, c'est parce que c'est parce qu'il y a l'agresseur, les Russes, il y a l'Ukraine qui est une victime de l'agression. Il doit avoir des conséquences pour cette agression. Donc, on a déjà les sanctions qui sont là pour contenir l'agression et pour empêcher les Russes d'avancer économiquement. Surtout, il y a aussi l'aide à l'Ukraine, bien sûr, mais les avoirs gelés, ce serait une forme de sanction, une contre-mesure, si vous voulez, en réponse à l'agression russe.
Merci beaucoup, Lesia Vasilenko, députée ukrainienne, d'avoir été avec nous en direct de Kiev pour réagir à cette livraison de 100 Rafales à l'Ukraine qui a été annoncée aujourd'hui. Sylvia, il faut aussi préciser que ces Rafales, ces drones, ces bombes viennent s'ajouter à tout ce que la France a déjà livré à Kiev. Oui, le ministre de la Défense donne des chiffres, mais il s'arrête, ces chiffres, à mai 2024. Et toutes les données ne sont pas publiques. En tout cas, on va faire le point sur ce qui est officiellement dit. Ce qu'on apprend, c'est que la France a livré pour une valeur totale de 3 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine, auxquels viennent s'ajouter 2 milliards d'euros versés à la Facilité européenne pour la paix, soit un soutien militaire de plus de 5 milliards d'euros entre le 24 février 2022 et le 1er mai 2024. Tout en sachant qu'en février 2024, il y a un accord bilatéral de sécurité qui a été signé pour une durée de 10 ans entre la France et l'Ukraine, un accord qui prévoit notamment un renforcement de la coopération militaire, notamment dans les domaines de l'artillerie et de la défense aérienne. Alors, l'Institut Kiel, dont on parle souvent ici, a fait les comptes, lui, jusqu'à fin août 2025, et il donne un peu plus de 7 milliards d'investissements pour les équipements militaires en Ukraine. En tout cas, parmi les équipements qui ont déjà été donnés, équipements lourds par exemple, on peut retrouver 30 canons César, il y en a plus en Ukraine, donnés par d'autres pays. Sur la défense solaire, le système santé dont on a beaucoup parlé ce matin, le nombre de missiles livrés pour les équiper sont confidentiels. On peut citer 6 systèmes Mistral, 2 Crotale. Il y a aussi les missiles de croisière Scalp qui ont été donnés, ce sont des missiles air-sol, mais là aussi les données sont confidentielles. Les bombes guidées ASM, dont le président a parlé également ce matin, les fameuses bombes Hammer, des bombes air-sol, là aussi les données sont confidentielles, et la France a livré, on le sait aussi, des avions Mirage 2000, une demi-douzaine, mais là aussi les chiffres ne sont pas connus, ils ont été livrés au printemps 2025. On notera des drones de reconnaissance, à peu près 220, mais aussi des véhicules blindés. Là on est à plus de 400 véhicules blindés donnés à l'Ukraine. Sylvia, on parle des armes, mais il y a aussi la formation, c'est crucial. Effectivement, la France elle a formé plus de 14 000 soldats ukrainiens en Pologne, en France. Alors souvenez-vous notamment du dispositif inédit de la brigade Anne de Kiev, on en a parlé ici, qui est malheureusement connu pour ses défections, mais qui compte 4 500 soldats. La France participe aussi à la sécurité de l'Europe de l'Est, avec des déploiements en Roumanie, en Estonie, Lituanie, en Méditerranée et en Baltique. Merci Sylvia. Xavier, on voit quand même ce que la France a déjà livré. Elle veut en faire encore plus. Est-ce que ce sera possible ? Oui, ce sera possible parce que de toute façon, pour la France, à mon avis, il n'y a pas le choix. Il faut absolument aujourd'hui aider l'Ukraine. Ce qui était intéressant dans les chiffres que donnait Vincent tout à l'heure, 60 à 63% des Français soutiennent toujours l'aide à l'Ukraine. Alors évidemment, ils se posent des questions sur le financement. En ces temps de rigueur budgétaire, c'est bien évident et c'est bien normal. Mais il y a aussi 64% des Français qui redoutent que ce conflit finisse par arriver sur notre sol. Alors évidemment, pas avec un déferlement de chars russes, sur les Champs-Élysées, mais de manière beaucoup plus insidieuse. On en a déjà vu des exemples ces derniers temps. On voit de plus en plus souvent la nuit des drones rôder au-dessus de sites stratégiques, que ce soit des bases militaires ou des usines de production de poudre, par exemple. Donc les Français sont inquiets et ils ont compris, je crois, que la meilleure manière aujourd'hui de se défendre contre ce qui apparaît comme une menace russe, c'est d'aider les Ukrainiens à finir par trouver un chemin vers la paix. Mais ce chemin vers la paix par rapport à Vladimir Poutine, aujourd'hui, il ne passe que par la force, il ne passe que par le militaire. On a bien vu que les négociations envisagées, notamment sous l'égide de Donald Trump, qui allait régler le conflit, le président l'a rappelé tout à l'heure, en moins de 24 heures, n'ont jusque-là absolument rien donné, parce que le rapport de force n'est pas suffisant pour faire plier Vladimir Poutine, qui a de réelles volontés expansionnistes qui vont, à mon sens, bien au-delà de l'Ukraine. À l'heure où la France